Ceci est un livre audio autogénéré par Google. À l'aise comme un poison dans l'eau. Des drogues, on en trouve presque partout en France, devant votre porte peut-être pas, mais à coup sûr distribuées 4 enjambées plus loin, jusque dans les collèges en vente libre. Rien que de très normal. Pour 250 millions de personnes, pour un adulte sur 20 dans le monde, les drogues sont les médiateurs irremplaçables du plaisir, du dépassement de soi. Un cher poison qui ronge le cœur. Pour beaucoup, les stupéfiants appréciés avec mesure sont une des clés de la joie de vivre. Sans danger, ils permettent de s'envoler, d'entrer dans la fête les yeux pleins d'images. Figure 1, le cannabis, la drogue bonheur amour et paix. Assurément, ils promettent le bonheur, nourrissent un moment de bien-être, mais il va se payer cher. Oui, les drogues sont dangereuses. Instantanément, elles perturbent les mécanismes intimes du cerveau, les équilibres chimiques des jonctions entre neurones. Ce sont les déséquilibres qu'elles font naître au plus profond de l'encéphale qui procurent le plaisir, mais en même temps meurtrissent. Toutes les drogues s'en prennent à l'homme, même le cannabis. À ceux-là qui s'adonnent aux stupéfiants, on doit rappeler une terrible vérité: les drogues jusqu'aux plus douces laissent des blessures leur signature. Que l'on y revienne trop, elles vous détruisent. Comme ce visage naguère souriant, terrifiant après 3 ans d'extasie. Figure 2, un visage de la drogue, Aline, 35 ans en 30 mois défiguré. Source US Department of Justice. Un déchirement tragique, des images de cauchemars qui font horreur, effroyables certes, mais qui proviennent d'une geôle américaine, retenue pour mettre en garde contre les excès. Car à celui qui reste mesuré, la drogue est permise. Pour soi-même on peut prendre des risques. L'usage des stupéfiants est un droit, l'interdire c'est attenter à la liberté. C'est aussi une atteinte au bon sens. Interdire la drogue est absurde, puisque les législations punitives n'ont pas stoppé sa progression. Elles sont donc inutiles, malvenues même, car elles contraignent les usagers à des pratiques clandestines qui les mettent en danger, ne permettant pas l'achat au grand jour, elles font le lit des organisations criminelles. Le temps des hypocrisies doit trouver sa fin. D'une seule voix faisons savoir que la guerre à la drogue est perdue. Prenons-en acte, légalisons les drogues douces. La drogue ou la vie, entre le pour et le contre, pas de demi-mesure. Mais comment argumenter, se prononcer sur la légitimité des drogues, sans avoir pris la mesure de l'addiction de l'Occident, sans en avoir fait apparaître les enjeux et les conséquences, et sans avoir entendu les arguments des uns et des autres? C'est l'objet des chapitres de cet ouvrage, dont on peut dès à présent esquisser les articulations par quelques touches. La drogue en MAJESTE. On voit grand en Occident, c'est par dizaines de tonnes chaque année que les stupéfiants sont distribués. En Europe, 140 tonnes de cocaïne, 90 d'héroïne et 2000 de cannabis. De l'autre côté de l'Atlantique, les chiffres sont semblables. C'est un commerce très lucratif qui rapporterait 300 milliards de dollars dans le monde, l'équivalent du PNB de Singapour ou du Danemark. Dans l'Union européenne, où l'on compte en euros, tous les ans on en achèterait pour une 60aine de milliards de dollars, le revenu national du Luxembourg. C'est beaucoup au point qu'en valeur, la drogue est la première des productions agricoles exportées dans le monde. Il faut ajouter les expéditions de viande et de blé pour égaler le chiffre d'affaires des trafiquants internationaux. Un produit de la terre dont les producteurs, les paysans colombiens qui cultivent le cocaïer, les Afghans à l'origine de l'opium, les paysans marocains qui récoltent la fleur de cannabis, ne bénéficient guère. Certes, on les dénonce, ils sont à la source des trafics, et on voudrait les voir se reconvertir, mais en réalité ce ne sont que des acteurs marginaux qui n'obtiennent au mieux pour leur travail que 2% de ce que les consommateurs acceptent de payer. C'est dans nos pays que se réalisent plus des 3/4 des bénéfices. Ces dizaines de milliards d'euros que se partagent importateurs, intermédiaires, grands et petits dealers. Le mal est chez nous. À la tête des trafics paradent des individus qui n'ont rien de commun avec l'image acceptable, ou même sympathique, que peuvent leur conférer romans et films. Seul l'argent et le sentiment supérieur qu'ils ont d'eux-mêmes les animent. Ce sont des hommes de sang. Il ne leur suffit pas d'empoisonner leurs semblables dans un monde sans loi, coutumier du meurtre, il leur faut assassiner pour maintenir un ordre favorable autour d'eux. Ce sont également des malins, qui investissent pour s'assurer de la bienveillance des pouvoirs. En Italie, le premier investisseur privé est la holding calabraise de la cocaïne, la 'Ndrangheta,
un GIE du crime. Tout au bout de la botte, elle contrôle le premier port de conteneurs du pays, Gioia Tauro, et peut y faire débarquer discrètement 80% de la cocaïne que l'on sniffera en Europe. Plus à l'est, une des spécialités des trafiquants d'héroïne de la diaspora turque est de trahir leurs proches pour bénéficier de l'indulgence de la police et pouvoir commercer tranquille. Une parfaite réussite. Le premier des trafiquants d'héroïne turcs a pu être photographié en discussion amicale avec le président de la République Recep Tayyip Erdogan, son obligé. Beaucoup d'amis, donc beaucoup d'argent pour les réseaux criminels. Pour eux, la difficulté n'est pas d'amasser des liquidités, mais de pouvoir en tirer parti. Ils resteraient sans ressources sans la complicité des banques. En cela rien d'étonnant, mais ce qui est moins attendu, c'est qu'ils peuvent même compter sur la bienveillance d'État. Ainsi, les Pays-Bas sont devenus le hub de la drogue. On y maîtrise les hautes technologies de la drogue, graines et équipements de culture du cannabis, sites de production d'ecstasy clé en main, techniques de commercialisation discrète. Juste à côté, le Luxembourg du commissaire européen Jean-Claude Juncker est la capitale mondiale du blanchiment. Sa spécialité, la distribution de billets de 500 €, 87 milliards dans l'année, plus de 2 fois le PNB du pays, bien utile pour pouvoir discrètement traverser les frontières avec de l'argent sale. 1 million d'euros ne pèse qu'environ 2 kilos et tient sans difficulté dans un attaché-caisse. L'aisance est là, au bout des trafics, pour les grands délinquants, c'est la drogue aux œufs d'or. C'est à des millions d'euros que se montent en fin d'année les bilans des réseaux, en dizaines de millions, quand ils gèrent les approvisionnements depuis les pays sources. Il en est ainsi depuis des lustres. Pourtant les années à venir s'annoncent moins heureuses car ces grands trafiquants pourraient bien être les victimes collatérales de la guerre contre le terrorisme. Les polices dans le monde entier se voient dotées de moyens performants. Les sciences, l'industrie, l'informatique donnent aux enquêteurs des sens et une intelligence exacerbée. Tous les trafiquants d'importance, leurs familles, leurs amis, leurs contacts se trouvent rassemblés sur les bases de données des polices européennes. À présent, un navire douteux ne peut plus prendre la mer sans être pisté et intercepté. La drogue en masse ne peut traverser les mers que cachée dans des conteneurs. Et voilà même que pressés par le risque d'attentat, les pays coopèrent. Une France dans le brouillard confuse. Et la France. On la voudrait exemplaire, elle n'est séant qu'un pays parmi d'autres, qui ne peut plus se prévaloir d'une grande tradition exemplaire. Assurément, les plus gros trafiquants la fuient. L'argent s'y trouve sous surveillance étroite, Tracfin est trop réactif, la police acharnée à les atteindre saura les traquer pendant des mois. Il se défie de sa justice parfois sévère et à coup sûr de ses prisons dont l'hôtellerie est médiocre. En revanche, les consommateurs ne sont guère inquiétés, et la moyenne et la petite distribution prospèrent. La demande est là, les clients sont nombreux. Chaque année 5 millions de consommateurs goûtent à la drogue, et environ 500 000 se mettent en danger par un usage quotidien. Combien dépensent-ils ? Personne ne le sait. Du côté de l'État, on ne s'est pas montré très curieux. Les estimations s'étagent entre 1,5 milliard d'euros et 7,5 milliards. 4 milliards d'euros paraît un chiffre raisonnable, 2 fois plus que ce qu'avouent les ministres de l'Intérieur, prenant bien garde de ne pas alarmer l'opinion publique. Pourtant la drogue est le plus gros des budgets plaisir. Une fois déduite la subvention à l'audiovisuel public, qui n'atteint pas ce chiffre, c'est très au-delà du budget de la culture pour le livre, le théâtre, le cinéma, les médias et les musées. La drogue est à présent un venin de grande consommation. Son succès est d'autant plus inquiétant qu'il touche toujours plus d'adolescents. La progression de la cocaïne, sa rentabilité est sans égale pour 1 gramme vendu, 30 € de bénéfice. On peut donc s'émouvoir, mais non s'étonner si en 15 ans la consommation s'est trouvée multipliée par 6. Aujourd'hui sur 20 Français on trouve un consommateur, et à croire les statistiques, à 17 ans 3 adolescents sur 100 en auraient goûté. Il y a pire. La France est le seul pays en Europe où l'usage du cannabis a progressé chez les adolescents. Près d'1 sur 2 a fumé un joint au cours de sa scolarité. Plus préoccupant encore, 9% en font un usage régulier et sont guettés par le syndrome amotivationnel qui les laissera apathiques, incapables de concentration, d'attention, de présence sociale. L'éducation nationale, qui prétend former les jeunes, tolère la drogue pour ne fâcher personne. On en trouve partout. Le prix à payer d'ici peu, à coup sûr,
des milliers et probablement des dizaines de milliers de filles et de garçons transformés en zombies. Ce désastre annoncé laisse indifférent. À en croire de bien mauvais esprits, l'explication est d'évidence. Ces excès, ces prises de risques, la toxicomanie sont ignorés, politiquement acceptés, car l'asservissement à la drogue est une tare tolérée, d'autant mieux supportée que ces symptômes restent discrets. Les toxicomanes ne perturbent guère l'ordre public, pourquoi les tourmenter ? Ce sont des malades, ils n'ont pas à être condamnés. L'important est que des structures hospitalières spécialisées puissent prendre en charge les plus atteints, et qu'ils n'imposent pas leur déchéance au regard des passants. Elles connaissent le succès, précieuses car elles guérissent, sauvent de la mort un bon nombre de toxicomanes. De plus, et ce n'est pas leur moindre mérite, elles donnent aussi, sans qu'il en coûte trop, bonne conscience au public qui peut s'attendrir sur des vies gâchées. Pour des millions de personnes, les dealers sont des personnages de la vie courante. Ce sont de bons commerçants, à qui l'on peut faire confiance, soucieux de nouer des relations de proximité avec leurs clients. Sur les lieux de vente, clients et fournisseurs se reconnaissent et détendus bavardent. Cette proximité est une conséquence de l'interdiction, au moment de l'échange, dealers et clients sont complices, que les échanges se renouvellent et ce lien inconsciemment se renforcera. Un fait s'impose. Parce qu'ils assurent des revenus réguliers au réseau qu'ils nourrissent et font vivre, les consommateurs en sont les pièces de base. Ce sont les garants d'une criminalité moderne, par eux assurés de rentes autrement plus rémunératrices et moins dangereuses que les coups traditionnels, du vol au hold-up et aux enlèvements. Néanmoins, lorsqu'ils manquent de discrétion et plus encore lorsqu'ils s'affichent néfastes, les réseaux sont combattus. On laisse faire policiers, douaniers, agents du fisc, qui peuvent donc être à l'attaque. Ils se montrent déterminés, patients, efficaces. Oh, la police ne recherche pas l'affrontement et ne s'en prend pas directement à l'usage de drogue. Elle suit les recommandations qui lui sont faites, pas de scandale. Les interpellations de consommateurs ne sont qu'incidentes à une infraction principale, infraction routière, flagrant délit. Quand des personnalités sont prises sur le fait, elles sont interrogées aux heures creuses entre midi et 14 heures. Il serait malséant d'oublier qu'en 1988 encore, c'était la brigade mondaine qui traitait des trafics de stupéfiants. Il n'empêche. Tous les ans, près de 180 000 personnes sont mises en cause. Mais après, un quart des personnes interpellées ont rendez-vous avec la justice, mais pour le plus grand nombre, elles n'écopent que de rappels à la loi ou de sanctions alternatives. Seules 5 000 personnes sont condamnées à des peines d'emprisonnement ferme ou avec sursis partiel, soit à peine 2,5% des personnes interpellées. La justice est timide face aux millions de contrevenants. La distance est telle entre les textes répressifs en vigueur et la société telle qu'elle est acceptée, que les juges ne peuvent plus à la fois dire le droit et comprendre les hommes. Laissés bien seuls, ils ne sont guère incités à se montrer sévères alors qu'un de leurs ministres lui-même se déclare partisan de la dépénalisation. Nos gouvernants, quand on évoque la drogue, se révèlent schizophréniques. Au Conseil des ministres, le président écarte ce sujet qui ne peut générer que la polémique, mais les grilles de l'Élysée franchies, partisans et opposants se font connaître. Face à la drogue, la France est coupée en deux. En forçant le trait dans le coin bleu, une majorité de Français dont les familles qui veulent voir disparaître les trafics, dans le coin rouge, les adeptes du dépassement de soi, du bonheur, de la légitime défonce, expansif quand il le faut bruyant. Les gouvernements redoutent leur débordement et les ménages qui voudraient prendre du recul pour considérer ces comportements rencontreraient une situation à l'italienne. Des politiques inconsistants refusant l'obstacle, une justice dans un grand désordre et des institutions décentralisées, la police et la douane qui se donnent des instructions, agissent et donnent une réalité à une politique répressive. On n'accablera pas l'équipe actuelle, tous ses prédécesseurs devraient l'être aussi. Quels qu'aient été les partis au pouvoir, depuis 40 ans et la mort de Georges Pompidou, qui se souvient de lui, il n'y a pas eu de gouvernement décidé à lutter contre la drogue. Les stupéfiants ne sont condamnés qu'en parole, les usagers ménagers et les trafiquants peu condamnés, un tour en prison et ils récidivent. Telle est la France aujourd'hui. Avec ce verrou sociétal que l'on ne cherche pas à débloquer, car il est objet de passion. Peut-on en rester là ? Pour sortir de l'incertitude, des contradictions qu'elle génère, on prendra quelques distances d'avec l'immédiat pour considérer la drogue dans son rapport à la vie. Une problématique qu'il est possible d'introduire par 3 questions.
Les drogues aident-elles les hommes à s'accomplir? Comment influent-elles sur les vies, aussi bien celles de l'individu que celles de la collectivité qui l'entoure? À quel prix? Connaître, EVALUER, combattre. À ces questions est-il possible de répondre en quelques mots? Si les solutions étaient d'évidence, il y a longtemps qu'un équilibre acceptable aurait été trouvé. Sur un tel sujet, hormis pour les devins devenus bien rares en notre temps, il est aventureux de rechercher la vérité en s'écartant de la rigueur, sans s'appuyer sur des faits avérés et retenus. Peu importe. La drogue génère des prises de position abruptes, pas seulement d'experts mais aussi d'hommes politiques qui s'appuient sur leur autorité, pour ne pas avoir à justifier leurs improvisations. Que de suffisance et d'inconscience. Et pourtant, pour s'approcher du vrai, nous vivons des temps heureux. Toute l'information nécessaire à un avis pertinent est à portée de clic, en attente. Ici, les études d'hommes de terrain qui révèlent ce que sont les réseaux. Là, un rapport donne les chiffres qui ordonnent les situations rencontrées. Ailleurs, des témoignages rapportés par la presse donnent leur véritable relief aux résultats. Quand la nécessité s'en fait sentir, il n'est point de meilleur argument que des chiffres incontestables pour effacer les certitudes assénées sans justification par tant de grands noms. C'est de ces trésors que cet ouvrage est issu. On n'y trouvera guère de développement, sans hérédité. C'est à ces sources que doivent être attribués les contenus et les résultats exposés. Et la conclusion que l'on en peut tirer, contre les stupéfiants, le combat peut s'engager. Encore faut-il se fixer un objectif, fixer une stratégie et disposer des moyens qui concrétisent une détermination. La stratégie? Pas de prohibition, l'échec est certain, et le texte qu'il instituait en France est tombé en désuétude. À la place convaincre, dissuader les consommateurs pour décourager les trafiquants. L'idée de manœuvre? S'attaquer aux réseaux en faisant disparaître leur raison d'être, l'argent. Les prendre en tenaille, par le bas épuiser leurs ressources en sanctionnant les consommateurs, par le haut en accentuant la traque. Ou combattre? Chez nous, là où se réalise l'essentiel de la valeur ajoutée. C'est à l'échelle nationale qu'il faut s'engager, en oubliant l'Europe déterminée à ne rien faire. Se donner des moyens. Réactualiser le dispositif législatif pour que des millions de contrevenants renoncent à une source de plaisir. Vous trouverez dans les dernières pages de ce livre, comment donner une réalité à ce programme. Après les avoir lus, ce sera à vous de dire si un assaut de bon sens, de volonté, d'optimisme ne permettrait pas à la France de renvoyer la drogue au second plan. Un bonheur de plomb. Pourquoi bannir les stupéfiants, alors qu'ils conditionnent une forme irremplaçable de plaisir et de bien-être? Peut-on s'en prendre au bonheur? Car c'est bien là le premier attribut de la drogue. On le doit. Car dans l'excès, parfois même très tôt, c'est du bonheur trop cher payé. Tout simplement, parce que les drogues blessent et tuent. C'est là le point d'articulation de toute réflexion sur les drogues. Il impose avant d'aller plus loin de montrer comment la cocaïne, l'héroïne, le cannabis et l'ecstasy, chacun à sa manière, perturbe et puis détruit la masse cérébrale et par étapes, peut faire d'un amateur attachant une épave. Il faut encore laisser entrevoir combien de vies se trouvent ainsi perdues. Voici les mécanismes, voilà les chiffres. Chère cocaïne. À la place d'honneur, la cocaïne proposée sous deux formes. La plus courante, historique, est le chlorhydrate de cocaïne, le champagne de la drogue, une poudre blanche. Elle est suivie par la cocaïne base, le crack, obtenu par un procédé sommaire de purification où la cocaïne est mélangée à du bicarbonate de soude, moins cher. Apparu tardivement dans les inventaires, le crack est accessible aux petites bourses. Il se fume et induit aussitôt une forte dépendance. Ses effets sont intenses et brutaux, suivis d'un état dépressif marqué. 3 minutes après la prise, les effets de la cocaïne sont déjà puissants et ils se prolongent pendant 30 à 60 minutes. Elle génère une intense euphorie. C'est le rush, ou encore le flash, suivi d'un sentiment puissant de bien-être, de sûreté de soi, de puissance intellectuelle, de désinhibition. Autant de signes qui démontrent la puissance de l'action sur le cerveau. Cet intense moment de plaisir est naturellement suivi par un besoin aigu de ce shooter à nouveau, source d'anxiété sinon de détresse. Le crash. Peu importe, c'est le prix à payer pour le bonheur.
La cocaïne est une drogue lipophile qui agit au plus profond du cerveau en perturbant la transmission des influx nerveux d'une cellule du cerveau, un neurone, à une autre. Figure 3. Transmission de l'influx nerveux par l'intermédiaire des synapses. Source: drogue.gouv.fr. En temps normal, l'influx nerveux excite le neurone amont qui va sécréter une molécule spécifique, un neurotransmetteur, le messager du cerveau. Ce neurotransmetteur, par exemple la dopamine, va passer dans l'espace qui sépare deux neurones, la synapse, qui assure la communication interneuronale. Elle excitera le neurone suivant qui, à son tour, pourra transmettre l'influx. C'est au niveau des parois terminales des neurones, sur les synapses, que les drogues agissent. La cocaïne bloque la recapture par le neurone émetteur amont des neurotransmetteurs qu'il a émis. Elle fait ainsi augmenter la concentration de neurotransmetteurs spécifiques au niveau de la fente synaptique. C'est ce qui est représenté sur la figure suivante qui compare, dans la synapse séparant deux neurones, les effets de l'ingestion de nourriture et de prise de cocaïne. Figure 4, l'espace intersynaptique après ingestion d'aliments à gauche et sous l'effet de la cocaïne, à droite. Source: drugabus.gov. Quelques prises apportent du bien-être. Mais le corps s'adapte rapidement à ces taux élevés de dopamine, de sérotonine et de noradrénaline, provoquant ainsi un sentiment de manque, de dépression quand cesse l'apport extérieur de la cocaïne. Des troubles de l'humeur apparaissent alors. Irritabilité, paranoïa, dépression ainsi que l'incapacité de remplir des obligations majeures au travail, à l'école ou à la maison, voire des troubles psychiatriques accentués chez certains individus. Ce ne sont pas là les seuls effets. La présence de cocaïne se traduit également par une contraction généralisée des vaisseaux pouvant donner naissance à des syndromes coronariens aigus, douleurs angineuses, infarctus du myocarde, spasmes sur artère coronaire saine, etc., susceptibles d'aboutir à des atteintes musculaires. Mieux que le Mediator des laboratoires Servier, la cocaïne est l'ennemi sournoise qui nous ronge le cœur. La dépendance psychique est rapide, forte et dangereuse puisqu'elle asservit 20% des accros. De la félicité à haut risque. ETERNELLE, héroïne. La découverte de l'héroïne en 1874 ouvrait de grands espoirs. On disposait enfin du substitut tant espéré à l'opium. Un analgésique, un médicament pour lutter contre la tuberculose peut-être, mais surtout, et plus encore que l'opium agrandit ce qui n'a pas de borne, approfondit le temps, creuse la volupté, un diable masqué. Quel que soit le mode d'entrée dans l'organisme, l'héroïne absorbée va se retransformer en morphine, une molécule qui imite les opiacés naturels, les endorphines, les encéphalines et la dynorphine. Ces neurotransmetteurs régissent les réactions aux stimuli douloureux, régulent la respiration et le rythme cardiaque, des fonctions vitales, ou encore la faim et la soif, le contrôle de l'humeur et jusqu'aux réponses immunitaires. À leur place, la morphine va se fixer en masse sur les récepteurs de la vésicule synaptique. Ainsi d'importantes zones du cortex se trouvent saturées par la morphine, point vert, l'aire tegmentale ventrale, le noyau accumbens, le thalamus, le tronc cérébral et la moelle épinière, ainsi que le circuit de récompense, un circuit activé par toutes les drogues, en rouge. C'est au niveau du tronc cérébral que le phénomène d'accoutumance se manifeste, entraînant le besoin répété de fortes doses. Figure 5, les sites du cortex perturbés par l'héroïne. Source: drugabus.gov. L'héroïne, présente en quantité modérée, joue le rôle de l'endomorphine, génère un sentiment de bien-être et atténue douleur et anxiété. Cependant, lorsque son usage est fréquent, l'individu s'adapte à sa présence constante. L'organisme cesse de produire des endorphines devenues sans objet. Que les apports d'héroïne cessent, et le manque va se manifester violemment dans le corps tout entier. Le sevrage se traduit par de l'agitation, un besoin compulsif de drogue, craving, des nausées, une transpiration abondante, de fortes douleurs. Les perturbations subies par l'encéphaline, qui régule la contraction du muscle lisse gastro-intestinal, vont être à l'origine d'atroces crampes d'estomac. C'est un enfer, une longue torture qui ne se conclut cependant pas par la mort. L'héroïne est partout, dans le sang notamment, si bien qu'une femme accrochée à l'héroïne imprègne son fœtus, qui se trouvera en manque quelques heures après sa naissance quand il sera privé d'opiacés. C'est le syndrome de sevrage néonatal, constaté lors de 4 naissances sur 1000 aux États-Unis. Le nourrisson, entre autres, est atteint de diarrhée,
présente une irritabilité neurologique avec souvent des tremblements, symptômes qui disparaissent heureusement en quelques semaines. Ingérée régulièrement, l'héroïne diminue l'appétit et entraîne un amaigrissement qui peut aller jusqu'à la dénutrition. Les poumons sont également touchés. Cet affaiblissement général est d'autant plus dangereux qu'en agissant directement sur le système immunitaire, l'héroïne affaiblit les défenses naturelles contre les maladies. Tous ces facteurs en symbiose peuvent aboutir au délabrement des toxicomanes les plus dépendants. C'est à coup sûr une mort lente qui les attend. Les décès par overdose ont une autre origine, le blocage par de trop fortes doses de fonctions vitales, circulation sanguine, respiration. Un seuil facilement atteint, car relativement proche des doses qui provoquent une simple ivresse. Avec l'héroïne, il y a toujours danger de mort. En embuscade, le cannabis. Plébiscité dans le monde entier, le cannabis n'en est pas moins un poison. Il est vrai que ses atteintes sur la santé sont peu visibles, et les overdoses ou les décès par délabrement plus rares. Or le plaisir, il n'y a pas d'effet spectaculaire à court terme, c'est sans doute pour cette raison que l'illusion d'un cannabis inoffensif est très répandue. Erreur, ce n'est pas une drogue douce, c'est une drogue lente. Les sensations d'euphorie légère, de relaxation et de perception auditive et visuelles amplifiées produites par la marijuana s'expliquent presque entièrement par son action sur les récepteurs cannabinoïdes. La molécule active du cannabis, le tétrahydrocannabinol, THC, se fixe sur les récepteurs CB1 de l'anandamide qui participent à la régulation de l'humeur, de la mémoire, de l'appétit, de la douleur, de la cognition et des émotions qui se retrouvent par là même perturbées. On constate à court terme des pertes de mémoire instantanées, liées à une attention et une coordination moindres. Le risque d'accident, notamment automobile, s'en trouve multiplié. Figure 6, zone affectée par le THC du cannabis, point jaune. Source, drugabus.gov. Chez les fumeurs chroniques, le blocage des récepteurs CB1 se traduit par une contraction des artérioles cérébrales, donc une réduction du flux sanguin, et un apport réduit de glucose et d'oxygène, qui entraîne des troubles de l'attention, une diminution des capacités mnésiques et d'apprentissage et une perte d'intelligence. Les psychiatres hospitaliers sont formels et véhéments. Le cannabis a des effets à moyen et long terme sur la santé mentale. Lorsqu'il est consommé de manière régulière, au moins une fois par semaine sur plusieurs mois, le cannabis provoque le développement d'un syndrome amotivationnel. Ce syndrome associe un émoussement affectif, une apathie, des troubles de la concentration et de l'attention, une diminution de la productivité et de la persévérance auxquels s'ajoutent couramment des troubles mnésiques. Chez les adolescents et les jeunes adultes, les atteintes se traduisent par un recul devant l'étude, de l'absentéisme, un effondrement des résultats scolaires. L'impact est dramatique à une période de la vie où la personnalité se forme, où des compétences s'acquièrent, où s'apprend un métier. Pour des jeunes de moins de 20 ans, l'horreur d'une possible vie gâchée. L'adulte n'est pas épargné, il se désintéresse de ses activités professionnelles, ne réagit plus. L'indifférence affective dont il fait preuve se traduit par une détérioration profonde des relations familiales et sociales. Ce n'est pas tout. Une étude portant sur un échantillon de 1000 Néo-Zélandais a fait apparaître une baisse durable du quotient intellectuel, QI, de 8 points chez les fumeurs réguliers. Enfin, chez les sujets sensibles, l'anxiété peut dégénérer vers des formes graves de paranoïa et de schizophrénie. Des études montrent que la prise de cannabis précoce ou importante en augmente le risque. Oui, le cannabis est bien lui aussi un produit dangereux. Il est, à présent le plus souvent mentionné par les personnes en difficulté, reçu dans les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les CSAPA. Sa nocivité va croissant car les herbes à taux élevé de THC accentuent ses effets. Ce sont les variétés attendues par les amateurs qui recherchent des sensations fortes. La qualité du produit semble discriminante dans le choix du consommateur qui se voit confronté à une offre plurielle de nouveaux produits, qu'ils soient sous forme résineuse, de synthèse ou d'herbes issues de semences génétiquement modifiées. En France, on compte 700 000 personnes qui se mettent en péril en fumant du cannabis au moins 20 fois dans le mois. Drogue SYNTHETIQUES. Produit de la biochimie moderne, ces molécules sont dessinées, optimisées pour agir sur des sites spécifiques du cerveau,
a chacune un mécanisme d'action propre. Il est impossible de les décrire tous. Pour mettre en garde contre toutes, il suffit bien de présenter les effets de deux grandes familles, les amphétamines et les méthamphétamines, l'ecstasy. Encore trop souvent bienvenues, les amphétamines. La première synthèse d'une amphétamine remonte à l'année 1887. Un composé chimique qui n'attire pas l'attention jusqu'en 1935 où son pouvoir stimulant est reconnu. La médecine militaire s'en saisit et les amphétamines sont mises à profit par toutes les armées au cours de la Seconde Guerre mondiale pour améliorer les performances et surtout l'endurance des soldats. Non sans que soient constatés des phénomènes d'accoutumance. Aujourd'hui reconnue substance psychotrope et interdite, c'est un dopant apprécié par les sportifs car elle masque la fatigue, toutes les fatigues, aussi bien celles de périodes de travail intense que celles de soirées prolongées. En France, l'amphétamine est essentiellement présente dans l'espace festif techno, notamment dans les milieux alternatifs. Les amphétamines ont une double action. Non seulement elles inhibent leur recapture au niveau des synapses, tout comme la cocaïne, mais surtout ce sont des molécules qui ressemblent à celles de la dopamine, elles prennent leur place dans les vésicules de stockage des neurones dopadermiques et les libèrent. À court terme, l'ingestion d'amphétamines génère une accélération du rythme cardiaque et de la fréquence respiratoire, une augmentation de la pression artérielle, première source de crise cardiaque. À long terme, pour des prises continues, on constate affaiblissement, amaigrissement. Figure 7, coupe d'un cerveau à l'état normal et d'un cerveau après injection d'amphétamine. En jaune les zones d'intense activité, source SEM. Acné majeur, décalcification des os et comme pour toutes les drogues, des troubles de l'humeur, nervosité, irritabilité, anxiété, dépression. Mais il y a pire. Effrayante ecstasy. Le pire pourrait être la MDMA, méthylène dioxyde méthamphétamine, sous forme de comprimé, l'ecstasy. Une des drogues de la fête. Elle est appréciée parce qu'on lui doit de fortes sensations de bien-être, d'euphorie et de bonheur intense, une exacerbation des sens, notamment tactile, de la sensibilité à la musique et surtout une sensation d'empathie. Une drogue merveilleuse, puisque ses effets peuvent persister pendant 7 heures quand la dose absorbée est forte. Comme la cocaïne, elle agit sur les récepteurs de la dopamine, mais surtout la MDMA libère de fortes quantités de sérotonine. Or, c'est la sérotonine qui déclenche la libération de l'ocytocine et de la vasopressine, deux hormones qui jouent des rôles importants dans l'amour, la confiance, l'excitation sexuelle, ce qui explique son action pathogène. Ce n'est pas tout, hélas. À l'inverse de la cocaïne qui est rapidement éliminée, 50% au bout d'1 heure, il faut 12 heures pour que la moitié de la MDMA présente disparaisse, sans que l'on explique cette rémanence, puisque l'on n'appréhende guère les mécanismes d'action de la méthamphétamine sur le cerveau. Est-ce cette durée qui explique les dommages qu'elle inflige au cerveau ? La méthamphétamine déclenche les mêmes réactions chimiques en chaîne qu'un traumatisme, conduisant à la mort de cellules. Elle peut endommager et réduire à vie la production naturelle de dopamine. Il faut plus d'1 an pour que l'image neurologique d'une personne fortement intoxiquée retrouve une apparence normale. Figure 8, retour à la normale de l'image de coupe cervicale après intoxication par la méthamphétamine. Les couleurs pâles marquent la présence des transporteurs de dopamine, source, drugabuse.gov. Les atteintes psychiques sont courantes chez les consommateurs chroniques. À l'ordre du mal, des sautes d'humeur, des comportements violents et en symétrie, des états dépressifs, des syndromes post-hallucinatoires persistants tels que des phobies ou des états confusionnels, voire des bouffées délirantes aiguës. Ces affections sont permanentes ou de longue durée. Le bonheur qu'apporte la méthamphétamine se paye encore par des troubles de la motricité, des tremblements, des contractions musculaires, proches de ceux provoqués par la maladie de Parkinson, jusqu'à des déficiences verbales. Avec la cocaïne et les amphétamines, la MDMA perturbe le système cardiovasculaire. Enfin, elle est source d'atteintes qui lui sont propres, effroyables. Caries dentaires, atteintes de la peau générant des démangeaisons incontrôlables aboutissant à des lésions, et pour finir sénescence et décrépitude accélérée de l'apparence. L'ecstasy en quelques mois, un trip vers la mort. Des vies DETRUITES par millions. Un toxicomane sur 10 souffre de troubles liés à la drogue. Il y a 27 millions d'usagers à problème dans le monde,
plus que la population de l'Australie ou de Taïwan, des grandes nations. La drogue est là pour ruiner des vies. Il ne lui suffit pas de massacrer un visage. La drogue réclame son dû, la personne tout entière qui va décoller du réel, se traîner de dérive en dérive pour finir dans une déchéance totale. Pour la France, l'unité de compte est la centaine de milliers de personnes. 200 000 malheureux marginalisés seraient déjà bien suffisants pour dévoiler un désastre. Nombre d'entre eux mourront dans l'année. Cette année encore, dans le monde, la drogue aura tué plus de 200 000 personnes, 43 morts par million d'adultes. C'est dans les pays du Nord que les drogues tuent le plus. Aux États-Unis, 44 000 victimes, 120 morts par million d'habitants. Autour de nous, les chiffres sont moindres mais demeurent terrifiants. Chaque année dans l'Union européenne, 6 000 toxicomanes meurent d'overdose. Et ce n'est là qu'une fraction des morts imputables à la drogue. Il faut ajouter les disparitions indirectes, sida, infections sanguines, suicides, accidents de la route. Le taux de l'impôt sur la vie payé à la drogue, 55 décès par million d'Européens. La drogue partout, une plaie RECENTE. Ces chiffres devraient émouvoir, susciter le refus, enclencher l'action. Tout au plus, ils ne génèrent qu'une réprobation mesurée et la drogue est tolérée comme le sont tant de manifestations d'imperfection humaine. Un mal originel ? Non. La drogue est un fléau récent. Car les chroniques sont là, incontestables, aveuglantes. Il y a 60 ans, l'addiction à la drogue n'était qu'un abcès localisé. La drogue ne comptait pas à l'échelle de la planète. On l'a complaisamment laissée évoluer en septicémie sociétale, devenue aujourd'hui diffuse, omniprésente, létale. Il a fallu attendre l'année 1961 pour que l'Assemblée générale de l'ONU reconnaisse que la toxicomanie était un fléau pour l'individu et constituait un danger économique et social pour l'humanité. L'adoption d'une convention unique sur les stupéfiants n'était finalement qu'un signal qui rendait compte de la place prise par les stupéfiants dans le monde. Ces dispositions incitatives ne pouvaient tout au plus que ralentir leur progression, et d'ailleurs l'usage des stupéfiants n'a cessé de s'étendre, pour devenir ce qu'il est en ces premières années du XXIe siècle. On ne dispose pas de statistiques précises sur cette évolution. Ne serait-ce qu'à l'échelle d'une nation, estimer l'emprise de la drogue n'a jamais été une tâche aisée. Il a fallu attendre l'année 2000 pour que l'on cherche à établir des évaluations globales de l'usage des stupéfiants, et c'est un vrai défi. La police est un témoin privilégié de cette évolution, et ces statistiques, sans être parfaites, suffisent à révéler la puissance de ce flot continu. Quelles que soient les drogues, la consommation exponentielle a changé d'échelle. Jusqu'en 1985, la cocaïne n'était guère prisée que dans les grandes villes, Amsterdam, Berlin, Londres, Madrid et Paris. Une rupture s'opère alors et les ventes explosent pour atteindre 13 milliards de dollars en 1998, 21 milliards en 2003, elle culmine à 34 milliards en 2008. La coke est bien installée et le marché prospère. S'il ne croît plus en valeur, les cocaïnomanes gagnent en nombre. La progression de l'héroïne est tout aussi violente, même si elle n'est perçue qu'indirectement à travers les saisies d'héroïne qui, en Occident, ont été multipliées par 8 environ en 20 ans. Pour ce qui est du cannabis, inutile d'aller chercher bien loin. En France, les adeptes du cannabis, hommes et femmes, ont triplé en 20 ans. Toujours en France, l'évolution du nombre d'interpellations pour infraction à la législation sur les stupéfiants rend compte de la percée des narcotiques. Moins de 2000 interpellations en 1970, déjà 52 000 en 1995 pour atteindre 150 000 aujourd'hui. Les chiffres sont là pour nous imposer une vérité gênante. La drogue n'a pas toujours été là, ce n'est que depuis peu qu'elle s'est imposée. Sa présence n'a rien d'inéluctable. Puisqu'il n'a fallu que quelques dizaines d'années pour qu'elle s'installe dans notre monde, rien n'interdit qu'elle retrouve la place qu'elle occupait naguère, modeste, sans toutefois disparaître totalement. Comment expliquer que la drogue qui, depuis des temps immémoriaux, était restée cantonnée et discrète, ne répondant qu'à des demandes individuelles, ait pu muter pour devenir en moins de 50 ans une peste infectant la planète? La demande de stupéfiants n'a fait qu'accompagner la transformation des modes de vie. Cette évolution ne sera ici qu'évoquée par touches, en se gardant de tout moralisme. La rupture remonte au milieu des années 60 avec l'apparition du mouvement hippie. Ses membres voient dans la drogue un moyen de libération.
Le trip exacerbe les sensations, étend le champ conscient jusqu'à la dimension cachée de l'être. En France, c'est à partir de mai 68 que la drogue va trouver une nouvelle génération d'adeptes. Premiers bobos, professionnels du spectacle et des arts, étudiants. Une cohorte qui tout naturellement ne cessera de s'élargir. Pour le plus grand nombre, dont la vie est normale, l'occasion, le plaisir immédiat que l'herbe douce procure suffisent bien pour accrocher leur désir. La drogue est une source de bien-être banal, à côté d'autres. L'addiction ne s'explique pas seulement par le prix donné à la recherche du bonheur, par la perte de certains repères, mais au moins autant par la possibilité d'obtenir de la drogue facilement à un coût raisonnable. Combien d'ignorants, sans penser à mal, n'ont fait que céder aux offres pressantes d'un système que nos sociétés ont laissé se développer, bien qu'il soit tenu par des truands. Des sources du plaisir, par tonnes EXPEDIEES. Protéiformes, les stupéfiants sont là, omniprésents dans le monde, dès lors qu'une communauté est suffisamment structurée pour qu'un réseau puisse s'y accrocher. Le marché est mondial. Il faut réunir les populations d'Allemagne, du Royaume-Uni, de l'Italie et de l'Espagne pour parvenir au quart de milliard de personnes qui auront goûté dans l'année à une drogue illicite. À vrai dire, ce n'est là qu'une évaluation. Il pourrait n'être que 160 millions, on n'ose pas dire seulement. Ou au contraire, il faut ajouter à cette assemblée la population de la France, si effectivement 320 millions de personnes devaient en consommer. Si tous les continents sont concernés, c'est l'Amérique du Nord, comprendre les États-Unis, qui est la plus touchée avec 45 millions d'usagers, soit 15% de la population. L'Europe, de l'Atlantique à l'Oural, suit avec 36 millions d'usagers, 5% des Européens. Ce qu'atteste l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, The United Nations Office on Drugs and Crime, l'UNODC, un référent précieux quand il est question de la drogue dans le monde. C'est sur des espaces bien définis de la planète que les cocailleurs, le pavot et pour l'essentiel, le cannabis prospèrent bien loin des zones de consommation. Un complexe bipolaire dont les zones de production n'ont de réalité commerciale qu'au débouché de canaux logistiques criminels. Le monde maille. Mais avant de considérer ces stupéfiants dans leur singularité, voici quelques lignes de force à conserver en mémoire. Le négoce de stupéfiants, artisanal, ponctuel encore à la fin des années 60, a dû se professionnaliser à mesure que progressait l'expérience de la police, sa connaissance des savoir-faire criminels. C'est ainsi qu'en ces premières années du XXIe siècle, à l'échelle de la planète, les marchés sont approvisionnés par des bandes spécialisées qui seules ont la capacité d'acheminer, au nez et à la barbe des douanes sans trop de pertes, de précieuses cargaisons. La logistique de la drogue est en constante évolution. L'essentiel de la demande s'exprime dans deux grandes zones de prospérité, l'Europe et les États-Unis, et c'est vers ces bouches à vide que s'orientent les flux de marchandises. L'offre multiproduit répond à la variété des demandes. Les chemins se diversifient, avec des itinéraires toujours plus élaborés, tandis que la palette des moyens de transport utilisés va s'élargissant. Les passeurs gardent secrètes les voies qu'empruntent leurs marchandises. Ce sont les milliers de saisies annuelles d'expéditions professionnelles qui révèlent les grands chemins de la drogue, les moyens de transport empruntés, la source et le point d'arrivée des flux. Figure 9, les grands chemins de la drogue selon la CIA. Une carte substantielle porteuse d'informations de valeur. Elle est fortement structurée. Peu de régions sources, des nœuds, points de convergence des routes bien localisés, des points terminaux en petit nombre. C'est un réseau peu maillé, qui serait donc fragile si les trafiquants n'avaient pas situé les points d'articulation dans des pays faibles ou complaisants, où il est possible de s'installer et de gérer les imprévus sans grand risque. Elle révèle deux zones de convergence vers les États-Unis et l'Europe, qui sont des marchés indépendants. La CIA oublie la Russie et la Chine. On ne s'en formalisera pas, mais on se souviendra que ce sont des zones dont l'importance ira grandissant. Cette carte nous enseigne également qu'il n'y a pas davantage de flux significatifs traversant l'Atlantique Nord. La fin de la French Connection, dans le début des années 70 et plus encore, l'affaiblissement progressif des familles mafieuses italiennes aux États-Unis, ont mis fin aux envois de drogues européennes à destination des grossistes américains. N'ayant plus à se soucier de l'Europe, les États-Unis se sont repliés sur eux-mêmes, leur horizon ne dépassant pas le continent américain.
Ils ne conçoivent la lutte contre les stupéfiants qu'américaine, ne prenant en compte que leurs fournisseurs. Ils n'ont pas d'objection à ce que les cultures d'opium s'étendent en Afghanistan, puisque l'héroïne produite ne va pas jusqu'à eux. Il n'a pas été jugé utile de faire figurer sur la carte le Maroc, premier producteur mondial de cannabis, puisque son herbe n'est distribuée qu'en Europe et en Asie. Il n'y a donc pas d'alliance atlantique contre les stupéfiants. Sans que cela prête à conséquence pour l'Europe, puisque les États-Unis abritent le premier marché mondial des stupéfiants. L'Amérique, qui donne un bien mauvais exemple au moins cette fois, laisse à l'Europe la chance d'être elle-même forte face aux flux entrants de stupéfiants, cocaïne, héroïne, cannabis, drogue de synthèse, chaque drogue empruntant ses propres routes. La cocaïne royale. Une spécialité de l'Amérique latine. Pour s'approvisionner, les grossistes européens en cocaïne regarderont d'abord vers les États andins. Le Pérou, la Colombie, la Bolivie. Elle a pour origine le cocaïer, arbuste tropical poussant entre 700 et 1800 mètres d'altitude, dont les feuilles sont broyées pour donner la pâte base dont on extrait la cocaïne. Plusieurs récoltes sont possibles dans l'année dans les régions chaudes et humides avec un rendement de 0,8 à 2 tonnes à l'hectare. La production andine se situerait actuellement autour de 400 000 tonnes de feuilles fraîches. En aval, la quantité de cocaïne produite puis commercialisée pourrait se situer entre 650 et 900 tonnes. Ce sont des cultures bien localisées, qui ne dépasseraient pas 60 000 hectares au Pérou et 120 000 hectares dans les 3 pays, l'équivalent d'un rectangle de 30 km de large sur 40 km de longueur, soit la superficie du Val d'Oise. À l'échelle d'un continent, une tâche que les États-Unis auraient bien voulu voir effacée en finançant les programmes d'éradication. Malheureusement, le cocaïer est depuis toujours inséré dans les sociétés andines. C'est pourquoi les autochtones renâclent et les résultats ne sont pas à la mesure des espérances. Seul en Colombie, les surfaces plantées diminuent. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, les surfaces de coca cultivées, toutes variétés confondues, sont passées de 140 000 hectares en 2001 à 48 000 hectares en 2013. Quelques années encore et il pourrait donc ne rester que quelques taillis ? Non, hélas. Car les plantations ont migré vers des points de sortie, à proximité des frontières vénézuéliennes et équatoriennes. Cette redistribution des cultures montre la souplesse des cartels face au gouvernement. Au demeurant, le Pérou a pris le relais. Avec l'équivalent de 330 tonnes de cocaïne pure, il est devenu le premier producteur mondial. Difficile de pénétrer les espaces de production, et donc d'estimer la production mondiale. Elle pourrait être comprise entre 750 tonnes et 950 tonnes. Qui veut un chiffre unique s'arrêtera volontiers à 850 tonnes. De longs voyages. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.